Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Comédien à ses débuts dans le petit théâtre de Philippe Bouvard, Bruno Gassio s'est fait un nom en devenant l'un des principaux auteurs des Guignols de l'info sur Canal+. Cette chronique satirique étrillait chaque soir, avec humour et causticité, le traitement de l'actualité politique confié à des marionnettes représentant des personnalités et des célébrités. Aujourd'hui à la retraite, comme le sont également les Guignols de l'info, Bruno Gassio écrit toujours, essentiellement des romans policiers, mais pas seulement. Il vient de publier aux éditions Massot de Mémoires de Guignol, un livre rédigé dans l'urgence et sous le coup de la colère, lorsqu'il a appris que l'émission quotidienne de Charline Vanhoenacker sur France Inter avait été déprogrammée pour être recasée le dimanche en fin d'après-midi, sans explication de la direction de la radio. Dans cet entretien, Bruno Gassio parle de son métier d'auteur, du travail d'équipe, d'humour, mais aussi de la disparition de la satire politique à la télévision comme à la radio, ainsi que du déclin de l'investigation journalistique. Je m'appelle Bruno Gassio, je suis retraité aujourd'hui, j'ai 65 piges et j'ai donc le temps d'écrire ce que je veux parce qu'un éditeur, Massot Édition, veut bien éditer ce que j'écris. Donc j'écris des polars. J'en ai écrit deux. Le deuxième sortira en janvier 2024. Il y en a un qui est sorti au moins le 18 mai, qui s'appelle « C'est quoi ce bordel ?» Et comme mon métier est d'écrire depuis toujours, et que là je suis libre d'écrire ce que je veux, quand l'émission de Charline et sa bande a été arrêtée sur France Inter sans aucune explication, ça m'a énervé. Et j'ai entendu dans le peu d'explications qu'il y avait, les mêmes mots que pour l'arrêt des Guignols. Et je me suis dit, c'est pas possible. Quelle autre émission existe dans le même registre, la satire politique? Et il n'y en avait pas. Il n'y en a plus. Et comme il y a de moins en moins d'émissions d'investigation aussi, je me dis que c'est pas innocent. Voilà, il y a quelque chose derrière de l'ordre de l'organisation. On organise le fait qu'il n'y a plus d'investigation ou moins, ou très peu, et qu'il n'y a plus d'émissions satiriques politiques revendiquées. Donc ça m'a énervé, et en 2 mois, j'ai écrit le bouquin que vous avez eu dans les mains, et dont on va, je suppose, parler. Quand j'écris Mémoires de Guignol, en fait, c'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait un master 2 en littérature et métier de l'écriture. J'ai pas repris des études, j'ai pris des études parce que j'avais arrêté l'école à 15 ans. Et dans le livre, là, il y a beaucoup de réflexions qui étaient dans mon mémoire. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça De Mémoires de Guignol, sans S et sans majuscule à mémoire. Mais c'était pour dire, pour les plus curieux, ça vient aussi d'un mémoire que j'ai écrit. Donc c'est une réflexion qu'il y a derrière, qui est une longue réflexion. Un mémoire, ça prend du temps à écrire. Et il y a une vraie réflexion sur la censure, la liberté, les raisons pour lesquelles on fait les choses, les raisons pour lesquelles les choses sont parfois arrêtées, même si pour C'est encore nous, j'ai toujours pas l'explication, on sait toujours pas. Donc je m'interroge, j'y pourrais peut-être répondre un jour à ces questions. Pourquoi vous avez arrêté l'émission? Et donc dans ce mémoire, je balayais le champ de toutes les censures possibles et imaginables, toutes les façons dont elles s'exercent, et la liberté d'expression qui n'est questionnée généralement que dans le cadre des médias ou de l'humour, mais la liberté d'expression dans n'importe quelle entreprise est mise à mal, que ce soit un fabricant de chaussettes, de voitures ou de téléphones. La liberté d'expression à l'intérieur d'une entreprise est nulle, est pratiquement nulle. Donc voilà, je m'étais interrogé là-dessus de façon assez complète. Et pour ce bouquin, je me suis replongé dans ce mémoire que j'avais écrit il y a 3-4 ans, pour toutes les réflexions sur la censure et la liberté.
Alors, c'est pas qu'elle disparaît, c'est que l'expression change. Aujourd'hui, la liberté d'expression raciste, euh, d'un racisme libéré de sa presque de sa chape morale. On n'osait pas avant être raciste. On se disait c'est pas bien. Détester l'autre n'est pas bien. Aujourd'hui, détester l'autre, c'est même devenu un acte de vente. C'est-à-dire que si on fait un bouquin comme Zemmour peut en faire sur la détestation d'autres gens, bah, ça se vend énormément. Ce qui veut dire qu'il y a un public pour ça. Donc la liberté d'expression de cette expression-là n'est pas du tout mise en cause. Ce qu'on remet en cause, comme dans une espèce de mouvement de balancier perpétuel, c'est où elle s'exerce, cette liberté d'expression. Pendant très longtemps, c'était sur l'humanisme qu'on faisait de l'humour. On était humaniste quand on faisait de l'humour. Aujourd'hui, non, c'est fini. On peut faire de l'humour en frappant le faible à terre et en trouvant toujours la bonne excuse au fort. Et c'est ça qui a changé. Et à l'intérieur d'une entreprise, quelle qu'elle soit, moi je parle des entreprises de médias, mais pas que des entreprises de médias, à l'intérieur d'une entreprise, il y a une charte. Généralement, quand on entre chez Tartampion qui vend des téléphones, par exemple, on signe une charte en disant « Je ne dirai jamais de mal de mon entreprise, et je ne dévoilerai pas les secrets de fabrication », ce qui est normal, évidemment, qu'on a, selon le niveau dans lequel on travaille dans l'entreprise, on a accès plus ou moins à des secrets de fabrication ou de communication qu'on ne doit pas dévoiler, ce qui paraît assez normal à tout le monde. Par contre, on dit à n'importe quel employé qui n'a aucun accès à ces secrets de fabrication, tu ne parles pas, tu ne dis pas de mal de ton entreprise. Ce qui est une façon de dire à tout ce qui pourrait être lanceur d'alerte, si tu parles, t'es dehors. Et si tu ne signes pas, t'es jamais dedans. Donc c'est une façon de corseter le libre arbitre de quelqu'un. Quand on est dans une entreprise et qu'on y voit un dysfonctionnement majeur en termes de management, en termes de paye, en termes de liberté d'expression même. Je ne peux pas m'exprimer parce que le syndicat est noyauté par le patron. On ne peut pas le dire à l'extérieur. Si on le dit, on est viré. Et c'est à noter, parce que c'est important, dans la Constitution, la liberté d'expression est inscrite et elle est totale, dans le respect de la loi. Si on est dans le cadre de la loi, on peut dire ce qu'on veut, y compris du mal de son entreprise, en disant ça fonctionne mal, le management est dégueulasse. Mais si on fait ça, on est viré. Et on finit par gagner 3 ou 4 ans plus tard le procès qu'on ne manquera pas de faire à son entreprise, et on prendra une somme d'argent assez importante. Mais pendant ces 3 ans, l'entreprise a fait taire tous les autres, ce qu'on appelle les procédures bâillons. Et c'est en cours, ça existe un peu partout. Et donc, cette façon de corseter quelqu'un qui voudrait parler, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Pas seulement dans le domaine des médias, où elle est interrogée régulièrement, le domaine de l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout, gna gna gna, toutes ces fables. Mais partout, elle est réduite. Partout. Ah non, mais c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. C'est-à-dire que je parle de ça dans le bouquin parce que c'est pour moi un moment fondateur. C'est le moment où Patrick Lelay, ex-président de TF1, a dit « Notre métier, à nous, c'est de vendre à Coca-Cola, par exemple, du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. » Le mec l'a dit. La déclaration complète, elle est à pisser de rire. On se dit, mais le type est fou. Il est en train de dire, très clairement, on lave le cerveau des gens. Et personne n'a réagi, à part les guignols et quelques personnes qui n'ont pas été plus entendues que ça. Mais le type disait très clairement, il y a de ça 20 ans, notre boulot, c'est de vendre des produits. Donc on vous vendra tout ce
qu'on peut vous vendre pour vous laver le cerveau. Si aujourd'hui on nous vend plus de racisme qu'on ne nous en vendait avant, c'est parce qu'il y a des gens pour acheter. Et s'il y a des gens pour acheter le racisme, c'est probablement que l'humanisme a perdu la bataille culturelle. C'est que tout ce qui était un peu honteux, c'est-à-dire on faisait honte aux gens, on leur disait tu es raciste, c'était honteux. Aujourd'hui, on dit mais tu es raciste, le mec dit non, je suis pas raciste, mais les Arabes il y en a trop, les Noirs ça sent mauvais, qui retournent dans leur pays, les musulmans c'est la catastrophe absolue. Mais c'est quand même un peu raciste. Non, je suis pas raciste. Et il y a une espèce comme ça de tranquillité assumée à être odieux, alors qu'avant ils avaient honte. Et pour moi, la bascule, c'est Sarkozy. C'est 2007 la bascule. C'est au moment où il arrive et où il explique à la police qu'il ne faut pas aller jouer au foot avec les mecs, il faut les foutre en tôle et leur taper sur la gueule. Et le préfet qui est derrière, qui dit non, enfin, c'est-à-dire, hop, viré. Ah bon ? Mais alors, comment on va faire alors si on n'a plus de police de proximité pour savoir qui est le vrai méchant, qui est celui qui suit, qui est celui qui ne fait rien, On met tout le monde dans le même sac. Et depuis, ça dure. Et c'est absolument terrible. La bascule, c'est lui. Le vrai moment pourri de la vie politique française, c'est Sarkozy. Alors maintenant, il a un bracelet à chaque jambe, il en a autour du cou, il en a partout, mais il continue à pérorer. Je n'y suis pour rien. Je n'ai rien fait. Et il conseille Macron, qui lui est tellement mauvais, c'est tellement une brêle qu'il écouterait n'importe qui. Mais ce moment de bascule a permis tranquillement au racisme d'arriver. Et en 2007, le gagnant de l'élection, c'est Le Pen. Il fait 10 ou 12% ou 14%, il fait très peu par rapport à ce qu'il espérait. Et quand il sort de cette élection, lui-même le dit. On a gagné, c'est une immense victoire, parce que le camp, là, en face, il a gagné avec nos idées. Et donc, nos idées finiront par nous mener au pouvoir, et nos idées, le plus important, c'est qu'elles circulent. C'est une théorie de l'extrême droite depuis toujours. Il faut que la droite gaulliste, traditionnelle, vienne à nous sur nos thèmes. Et Sarkozy, qui est un... Je vais rester poli pour ne pas avoir de procès, a plongé là-dedans complètement, et attirer la droite vers l'extrême droite. Et aujourd'hui, on est bien embêté quand on voit un gaulliste comme Villepin dire des choses qui sont tellement banales pour il y a 25 ans, pour les vieux comme toi et moi, parce qu'on n'est quand même pas tout jeune. On connaît ce discours gaulliste d'équilibre, de ce discours gaulliste d'indépendance de la France, de grandeur de la France. Ils ont balayé tout ça. Sarkozy disait « Je suis Sarkozy, l'Américain ». Et voilà, maintenant on est au cul des Américains partout. Le problème, c'est que tant que c'était une hyperpuissance, on pouvait se dire on est au cul d'une hyperpuissance. Là, on est au cul d'une puissance qui ramasse des volets partout où elle va. Et on a l'air absolument ridicule. Et ça me fait un peu peur. Et les comiques, entre guillemets, les émissions politico-satiriques qui parlaient de ça, eh bien, on les a virés. Les investigations qui parlaient de ça, on les a cantonnées. Et donc, il n'y a plus personne pour dire « il y a une tache sur la cravate, là, quand même. Monsieur, vous avez vu, là ?» Ben non, il n'y a plus. Il y avait France Inter, le dimanche, à 18h, ce qui est quand même moins prestigieux qu'à 17h tous les jours. Voilà, c'est pour ça que ça m'a énervé. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre très vite. Et que ça me fait rire parce que je vous disais juste avant, on est premier des ventes sur Amazon. C'est le truc qui tue. Tu dis, bah merde, commandez chez vos libraires, les gars. Alors il y en a un qui m'a envoyé un mot, il me dit, j'ai commandé ton livre chez mon libraire, mais lui, il le commande sur Amazon. Je dis, bon, et ben voilà, on est cuit, quoi. On s'en sortira pas. Des travailleurs médiatiques, oui. Oui, c'est des gens qui travaillent dans les médias, mais ce n'est pas des journalistes. Enfin, il y en a encore, hein, mais ce n'est pas des journalistes. Enfin, il suffit de regarder les chaînes. Alors, j'essaye d'éviter de personnaliser et de taper sur les gens. C'est le système qui me pose problème. Mais toutes les chaînes d'infos continuent. Je dis bien toutes. Sont remplies de travailleurs médiatiques pour plusieurs raisons.
La première est purement économique. Mettre 4 imbéciles autour d'une table qui racontent absolument n'importe quoi en espérant par hasard tomber sur un argument pertinent, ce qui leur arrive parfois. Ça arrive parfois, mais c'est du hasard pur. Ça coûte rien. Ça coûte que dalle. Ça coûte pas plus cher que nous deux ici, assis dans un salon, en train de se parler. Ça coûte rien. Et ça rapporte énormément, parce qu'il y a de la pub au début, au milieu, à la fin, toutes les 20 minutes. Et donc ça rapporte. Mettre une émission dans laquelle, une émission même, on va dire le mot simple, produite. C'est-à-dire qu'il y a un producteur dans l'émission et qui dit, on va mettre un auteur pour parler des choses. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur ajoutée à une idée, un auteur. On va parler de tel thème, un auteur va travailler. S'il n'est pas bon, on le vire, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis un acteur va jouer, parce que c'est une valeur ajoutée à ce qu'a écrit l'auteur. Et un metteur en scène va mettre tout ça en scène et va faire jouer l'acteur d'une certaine façon pour mettre en valeur. Tout ça, c'est 3 fiches de paye. Mettre quelqu'un qui a un CAP de cuisine pour parler de géopolitique, c'est 1 fiche de paye. Pas toujours très élevée, parce qu'en plus, ils sont mal payés, ces cons-là. Et ils y vont pour une sorte de prestige, qui est un prestige ridiculissimantesque. Je vous le dis parce que j'ai accepté de venir parler à votre micro. Je refuse toutes les émissions de télé. Je ne m'exprime plus à la télévision. C'est ridicule d'aller s'exprimer là-bas. Et là, on me demande, mais pourquoi vous ne voulez pas débattre ? Je dis, ben non, je ne viens pas débattre. J'ai pas le niveau. Sur vos trucs de géopolitique, j'ai pas le niveau, moi. Et vous, non plus. Donc on va faire quoi ? On va dire des âneries qu'on va mettre les unes après les autres. Et juste le lendemain, peut-être dans la rue, quelqu'un va dire « Ah, je vous ai vu à la télé hier, je ne suis pas d'accord avec vous. » ou « Je suis d'accord avec vous. » Ça ne sert qu'à ça. C'est de la merde. Voilà. Pour être très simple, c'est de la bouse. Donc il ne faut plus aller dans ces émissions. Et c'est ce que je m'astreins à faire. Je n'y vais pas. Les équipes d'auteurs que j'ai eu, c'est parce que j'étais juste le plus vieux de la bande et le plus ancien. Donc j'ai eu à m'occuper quand Jean-François Alain et Benoît Delépine ont quitté les Guignols. J'ai eu à m'occuper de ceux qui arrivaient après et leur expliquer comment ça fonctionnait. Et je leur ai jamais dit on fait de la politique ou on fait de l'info. J'ai toujours dit on traite le traitement médiatique d'une info et on traite les personnages. Chirac qui se pointait à la télé, très souvent on voyait qu'il mentait, mais il était sympathique. Et le gros boulot qu'on faisait au Guignol, parce que moi je commençais ma journée à 7h du matin en écoutant tous les éditos de radio, puis je lisais la presse et on se voyait vers 9h, 9h30 au bureau pour faire une espèce de conférence de rédac, tout le monde avait lu et on se disait moi j'ai vu ça, toi et toi tu penses quoi de ça ? Et jusqu'à midi on parlait, on essayait de trouver des choses. Puis après, on rédigeait. Rédiger, ça va assez vite une fois qu'on est assez clair dans notre tête. Mais tout notre boulot, enfin en tout cas le mien, c'était de lire des statistiques de l'INSEE, par exemple. C'est-à-dire quand machin me dit le chômage monte ou le chômage baisse, qu'est-ce qu'ils disent l'INSEE ? Qu'est-ce que disent les concurrents de l'INSEE ? Qu'est-ce que disent sur les médias ? Aujourd'hui, c'est Acrimed. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Qu'est-ce que dit le Figaro ? Qu'est-ce que dit Le Monde ? Puis après, on fait un mix de tout ça en se disant, à mon avis, il y en a un ou deux qui mentent dans l'affaire. Parce que comme ils n'ont pas les mêmes chiffres, il y en a un des deux qui ment. Et quand à la télévision, quelqu'un venait nous dire « le chômage baisse », on disait « ouais, peut-être, mais on parle de quoi alors ?» Comment ça ? Si vous posez trop de questions, alors on ne nous disait pas à l'époque qu'on était complotistes, on nous disait « vous cherchez la petite bête ». Ben ouais, aujourd'hui... On entend Bruno Le Maire qui dit le chômage baisse. On a créé 1 million d'entreprises en France. Non, Bruno, tu as un très joli prénom, mais je te jure que tu n'as pas créé 1 million d'entreprises. Tu as fait 1 million d'auto-entrepreneurs. Ça gagne en moyenne, les auto-entrepreneurs, 5 000 € par an. Le RSA, c'est plus. Donc tu crées de la misère et ces gens n'ont aucun accès ou très peu d'accès à la couverture sociale, ils ne payent pratiquement pas d'impôts, ils ne participent pas au pays, mais ils font baisser les statistiques.
Donc vous mentez les gars. Mais pour démontrer ça, il faut lire un petit peu, s'intéresser un petit peu. Et nous, on n'avait que ça à faire quand on était au Guignol, que de lire, essayer de comprendre, puis essayer de se faire rire entre nous d'un personnage et de se dire, si lui va dire ça, on peut faire rire. Et quand on a créé la World Company, eux pouvaient tout dire, parce qu'ils étaient cyniques, et que ce cynisme, pour nous, était à dénoncer. Et c'est devenu un art de vivre. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content d'être âgé et être retraité, parce que je serais bien en mal de le faire. Par contre, l'émission de Charline et de ses copains, ils faisaient ça. Regardez les chroniqueurs. Ils venaient une fois par semaine. Ils avaient le temps d'écrire. Ils avaient le temps de comprendre ce qu'ils allaient dire. Si on les mettait tous autour d'une table à beugler, ah ben on aurait des bonnes blagues parfois, mais il n'y aurait rien. En vrai, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas la qualité d'un Guillaume Meurice, il n'y aurait pas la qualité d'un Walidia, d'une Douli. Tous ces gens qui ont réfléchi à ce qu'ils allaient dire, ben, il n'y aurait pas Lompré. Tous ces gens, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire et ils font une chronique par semaine. C'est pour ça qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils écrivent. Ça, c'était insupportable. Une fois par mois, par semaine. Et donc, les chroniqueurs viennent maintenant une fois par mois. Walidia, il est toujours pertinent, mais une fois par mois, plus une fois par semaine. Et tout ça, ça enlève du temps de cerveau disponible. Oui, ça enlève. Et donc, ben, on a quoi comme son de cloche? L'information continue. Moi, j'ai coupé ma radio, j'ai coupé ma télé. Ça fait 3-4 ans que je n'écoute plus. Les seuls extraits que je vois, donc, chaque fois que je commente un extrait, c'est partiel et partial. Mais je ne peux pas regarder, c'est pas possible. Ça fait longtemps que à chaque fois, j'ai envie de jeter des trucs sur la télé. Ça coûte une blinde, une télé. Je ne vais pas en casser une par jour, quand même. Donc, voilà, je peux plus. Pourquoi ça a marché, les Guignols? Parce que les journalistes ont cessé de faire ce boulot. Et s'ils n'avaient pas... on a toujours dit ça. On a fait... une fois par an, on faisait alors une cassette, puis après un DVD. Et on était invités pour vendre ce truc-là. On faisait de la promo. Et à chaque fois, on nous disait, ouais, faites de l'info. Les gens nous posaient des questions. C'est de l'info. Je veux dire, surtout pas. C'est les journalistes qui font de l'info. Si nous, on a du succès, c'est parce qu'ils font plus leur job. S'ils faisaient leur boulot consciencieusement, nous, on n'aurait rien à dire, parce que tout serait étalé, et les gens seraient informés. C'est parce qu'ils cachent des trucs que nous, en disant hey, « vous avez vu Balladur, par exemple, pour parler pour les plus vieux, Balladur, vous voyez qui c'est une espèce de goitreux. Et Balladur, quand il va prendre le poste de Premier ministre, parce que Chirac l'a déjà pris à coup d'avant, il s'est fait tuer, eh bien, il va piquer la place. À un moment, vous ne le voyez pas venir. Oh non, mais non. Bah si, mon gars, il va le faire. Et nous, on travaille là-dessus. Mais sérieusement. Et en travaillant là-dessus, on se rend compte qu'on est les seuls à le faire. Les autres ne le font pas. Ils suivent Balladur. Balladur était désigné président de la République. Jusqu'à ce que Chirac, qui a fait le tour de France, fasse ressortir tout ce qu'il avait fait. Au cul des vaches, il avait tâté tout le monde. Et quand il a fallu dire je me présente, je suis candidat, et ben tout ça est remonté. Et Balladur est passé de 70%. Sarkozy, à l'époque, disait « c'est historique, il pourrait être élu au premier tour ». Ah ouais, mais mon pote, t'as même pas fait 17 après. Ça, le truc s'écroule. Si les journalistes avaient fait leur job, ils auraient dit « c'est du vent ». Ça se voit, mais ils ne l'ont pas fait. La plus belle, c'est... quand il y a eu une dissolution, je sais 80, c'est quand la dissolution 95, il est prêt 97, il dissout. C'est la pure dissolution de confort. Il a tout. Il a la majorité à l'Assemblée, pas d'élection avant 2 ans. Il a tout et il dissout. Il dit pourquoi? Et nous on se dit bon il va prendre une claque le garçon. Et on fait dire à Helmut Kohl à l'époque. Alors pour les plus jeunes, Helmut Kohl, faut être tapé sur internet, vous savez faire ça.
Kohl. Non, mais il faut qu'il regarde. Nous, on lui fait dire, dans les Guignols, nous, en Allemagne, quand on fait du saut à l'élastique, on prend un élastique. Et il parlait de Chirac. Quelques semaines après, un éditorialiste, mais comme l'a très bien dit Helmut Kohl, mais non, c'est pas le vrai, c'est les Guignols. Le mec a même pas fait le travail d'aller vérifier s'il l'avait vraiment dit. Et là, quand on voit ça, on se dit, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. L'idiocratie, je ne l'ai pas inventé, le mot. C'est un film qui est sorti en 2006 qui s'appelle Idiocratie et le pitch est très simple. C'est un type, on prend l'Américain le plus moyen, il est cryogénisé et il se réveille 500 ans après par hasard alors que le monde s'est écroulé et les idiots ont pris le pouvoir dans tous les domaines de la société. Tous les domaines. Et tout ce qu'ils font est idiot. La plus grosse idiotie étant que les compagnies d'eau ayant été rachetées par Coca-Cola, ils arrosent les champs avec du soda. Et ils s'étonnent que ça ne pousse pas. Et lui, quand il est décryogénisé, il dit « Mais qu'est-ce que vous... » c'est normal ça, il faut mettre de l'eau. Et les gens lui disent « De l'eau comme dans les chiottes !» Il dit « Non, mais si vous mettez de l'eau, ça va pousser. Mais si vous mettez ça, ça ne pousse pas. » Et là, il devient hérétique jusqu'au moment où il y a quand même quelqu'un qui essaye et il voit des pousses. Il dit il a sauvé le monde et il devient l'homme le plus intelligent du monde. Alors qu'il était au départ l'Américain le plus moyen, bêta, tout ce qui. Et là, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de politique, parce que c'est eux qui ont une influence sur la vie des gens, c'est une idiotie. Quel que soit le domaine dans lequel il s'exprime, c'est une idiotie. Et les gens ne le voient pas, les électeurs suivent. Je dis qu'on est tous devenus complètement cons, alors qu'est-ce qui se passe? Ou alors moi, je suis totalement décalé, parce que c'est vachement interrogeant de se dire, je ne peux pas traiter tout le monde d'idiot, il faut quand même faire un peu le tri, il y en a quand même qui réfléchissent. Ouais, il y en a qui réfléchissent, ouais. Mais ils sont dans les médias alternatifs, dans les médias comme ici, dans plein de gens qui se parlent et qui écoutent, qui s'écoutent les uns les autres, qui se contredisent, ne sont pas forcément d'accord, mais qui essaient d'aller un tout petit peu plus loin que le premier rang. Voilà, la première chose qui sort, c'est ça. Oui, allez, tout le monde y va. Non, attendez, on va réfléchir 2 minutes. Ah ouais, mais c'est trop tard, l'information est passée, maintenant il y en a une autre. Ah bon ? La pire connerie qu'on a vue, c'est... Alors moi, j'ai mauvais fond sûrement. Mais il y a un truc qui m'a fait rire. C'est atroce ce que je vais dire, je vous en prie, ne me jetez pas des pierres. C'est juste une réflexion. Il se passe un truc atroce, le Hamas va massacrer des Israéliens, c'est innommable, c'est condamnable, tout ce qu'on veut. La réaction de Zelensky là-dessus, c'est de dire n'oubliez pas, les gars, il y a la guerre en Ukraine. Tout le monde dit ouais, non, t'as raison, mais là c'est quand même vachement plus grave. Il y a le Hamas, Israël ne l'a pas vu sortir. Ils n'ont pas vu qu'ils préparaient ça. Et ils sont non, mais d'accord, bien sûr, mais il faut nous envoyer des armes toujours. Ouais, alors là on a un petit problème parce que ça c'est la priorité. Et on a un mec complètement idiot qui vient ramener sa fraise pour dire ne nous oubliez pas. Ouais, mais n'oublie pas le Sahel, n'oublie pas le Mali, n'oublie pas le Yémen, n'oublie pas tous les endroits où il y a la guerre. Mais bordel, vous faites quoi? Vous faites quoi exactement? C'est quoi votre réflexion pour dire d'accord, il y a un massacre là, mais oubliez pas, et moi. Je trouvais ça complètement idiot. Mais bon, j'ai mauvais fond, moi je vois ça au lieu de dire... comme tout le monde, ils sont malheureux, tous les malheurs, il faut donner des armes à tout le monde. Non, il faut arrêter de donner des armes aux gens pour pas qu'ils se tuent. Mais il y a des gens qui le font. J'ai vu Villepin s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. J'ai vu Leila Chaïd s'exprimer là-dessus et dire
Nous condamnons ce qu'a fait le Hamas, évidemment qu'on le condamne. Et comment on peut être pour un groupe qui massacre des bébés et des femmes et des vieilles? Comment on peut être pour? Personne ne peut être pour. Simplement, n'oubliez pas que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Il a commencé il y a 56 ans, dit Leïla Chaïd. Ça fait 56 ans. Et donc, si vous continuez à répondre à la violence, par la violence, sans qu'il y ait d'interlocuteurs dans les deux camps, j'ai connu pendant un moment Elie Barnavi, qui était l'ambassadeur d'Israël en France, qui était un mec mesuré, et il m'a dit, la paix, il y en a pour un quart d'heure. Je disais, vas-y alors, monsieur Barnavi, vas-y. Il disait, les frontières, elles ont été dessinées. On sait maison par maison où passerait la frontière, on l'a fait. Mais il n'y a pas d'interlocuteur, ni chez les Palestiniens, ni chez les Israéliens. Personne ne veut la paix. Les Israéliens veulent tout, et les Palestiniens veulent rejeter les Juifs à la mer. Non, ça ne marchera pas. Ni l'un ni l'autre n'est possible. Donc il va bien falloir à un moment parler. Sauf que je ne vois pas d'interlocuteur non plus. Moi, je ne les vois pas. Personne ne va aller... le Hamas ou le Fatah ne va pas aller discuter avec Netanyahou. Il veut les éradiquer. Et aucun Israélien ne peut aller discuter avec le Hamas. Ils veulent foutre les Israéliens à la mer. Donc c'est pas possible. Donc ils ne peuvent pas se parler. Donc ce qui se passe va durer encore et durer encore. Et c'est d'une grande, grande, grande tristesse. Parce que j'ai beaucoup d'amis, moi, dans ce pays. Entre les émissions qui ne me recevront jamais et celles où je refuse d'aller, reste zéro. Restent les médias comme le vôtre, comme Thinkerview, que j'aime bien parce que c'est de longs entretiens. Blast, le média, là-bas si j'y suis, même à Essie, et tout ça. Il y en a plein, je vais en oublier, Reporter. Tous ces médias-là, mis bout à bout, quand je fais le tour pour ce livre, à la fin, c'est plusieurs millions de personnes qui auront entendu ce que j'ai à dire. Tant mieux. Je ne recherche pas, ou plus, parce que je l'ai eu. Les gens oublient un truc, c'est le théâtre de Bouvard. Les gens oublient ça. Alors les plus jeunes, Bouvard, bon, alors, un petit bonhomme un peu gros qui parlait comme ça. En 1982, il a eu une idée, c'est de faire sortir tous les gens de café-théâtre et les mettre à la télévision. Il y avait à l'époque 2 chaînes et demie. La 1 et la 2, et France 3 qui émettait de 18h à 22h, un truc comme ça. Donc, nous, on passait à la télé chacun 1 ou 2 fois par semaine, et on avait 14 millions de spectateurs. Donc, quand on sortait dans la rue, c'était les Beatles. Et ce moment-là, je l'ai vécu mal. Je ne savais pas gérer ça. Mais je l'ai vécu. Après, il y a eu les Guignols, où les gens, c'était un peu plus poli, où les gens venaient me dire « J'adore votre travail, monsieur ». Ça, c'est très différent. Puis, il y a eu Canal, les éditos, tout ce que je faisais, où j'ai été identifié. Donc, j'ai eu tout ça. Je n'ai pas envie de continuer à mon âge. Ce serait vraiment l'air con, quoi. Je pense qu'à la télé, on doit avoir l'air con quand on ramène sa fraise. Alors qu'ici, on a un entretien qui est apaisé. Les gens vont l'écouter, je ne sais pas combien, peu importe. Et ils se diront, ce Gassio est complètement con, ou ce Gassio est un mec pas mal, ou je m'en fous complètement. Mais au moins, je n'aurais pas été coupé toutes les 5 secondes par un journaliste qui veut me faire dire ce qu'il a envie d'entendre. J'ai compris ce truc-là. Quand quelqu'un te demande son avis sur quelque chose, il ne veut pas que tu lui donnes ton avis. Il veut que tu lui donnes son avis. Et si tu lui donnes pas son avis, il va aller le chercher jusqu'à ce que tu dises « Non mais arrête, tu me fais chier !» Et voilà, il s'énerve. Et là, tu as juste envie de dire « Voilà, pourquoi je vais plus chez vous ? C'est pour ça. Parce que vous êtes mauvais et on est dans un monde de Brel. Et tant que c'est un monde de Brel dans les médias, on peut se dire « Bon, il y aura toujours quelqu'un pour les sauver. » Mais quand c'est le monde politique, il n'y a personne pour attraper. Et on a des Brel, mais de compétition, là. Vraiment des Brel de compète.
Il n'y a pas d'homme d'État. Il y a des gens qui font des business plans, mais il n'y a pas d'homme d'État. Ça me désole, je ne peux rien y changer, je ne peux rien y faire, que le dire et l'écrire. Mais écrire des romans, ou ce livre-là, qui n'est pas un roman, en fait c'est un cri. J'ai été très 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 choqué que France Inter soit incapable d'expliquer pourquoi ils arrêtent cette émission. Ça marche bien, ça fait de l'audience. Les chroniques donc sont toujours de grande qualité. L'équipe a envie de continuer. Et c'est pas politique. J'ai fait de la télé, j'en ai fait pendant 40 piges de la télé pratiquement, si je compte Bouvard. On n'arrête pas un succès au profit d'un éventuel triomphe ailleurs. On ne fait pas ça. Au contraire, tout le travail des directeurs des programmes, c'est d'essayer de convaincre ceux qui font un succès de continuer. Et celui qui fait un succès, il n'a qu'une envie, c'est de partir faire du cinéma, partir faire du théâtre, écrire des bouquins, faire autre chose. Et il faut lui dire, non, s'il te plaît, reste, c'est là que tu es le meilleur. Là, on leur dit, vous êtes très bon, hein, dégagez. C'est vraiment de l'idiocratie plein pot, ça, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.